Bonjour à tous, donc bienvenue aujourd'hui sur ma nouvelle émission. Donc j'accueille aujourd'hui Rémi Bigot du groupe Facebook, entre autres, Entraide Entrepreneurs Mobilisons-nous, pour parler de digitalisation. C'est difficile à dire, mais c'est très abordable et en même temps compliqué à faire. Donc je vais vous expliquer tout ça parce qu'en fait, je me suis aperçue que lors de mon parcours entrepreneurial, je m'y suis mise très très tôt. On était pâtissier, artisan, pâtissier avec mon mari. On avait une petite PME et la transition, donc on l'a fait en 2010 où on a commencé et ça n'a pas été si simple que ça. Et aujourd'hui, avec le confinement, etc., on s'aperçoit que il faut absolument que nos petites entreprises, que vous mettiez sur Internet. On nous dit c'est facile, mais en fait, pas tant que ça. Donc, on va en discuter avec Rémi, qui va nous expliquer exactement ce qu'il fait, parce qu'il est notamment animateur journaliste, mais aussi il développe, il a créé donc une entreprise de marketing et il aide les entrepreneurs justement à s'installer sur Internet. Il va nous expliquer ça un petit peu mieux que moi. Et puis, on va parler de ce sujet qui est juste extrêmement important. Donc, bonjour Rémi. Bonjour Sophie, bonjour à tous, je suis très heureux, merci à toi de m'accueillir dans ton émission. Écoute, c'est avec plaisir. Donc, je vais te laisser un petit peu te présenter, nous expliquer qui tu es. Pendant ce temps-là, je vais partager aussi sur mes réseaux parce que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est juste le sujet indispensable pour toutes les petites PME et tu te bats depuis très longtemps pour ça. Exactement, alors pour faire court, donc je m'appelle Rémi Bigot, ça fait depuis 17 ans maintenant que je suis sur le web, que je travaille vraiment sur le web. Tout vient d'une passion que j'ai eue quand j'ai eu 12 ans exactement, en 94, où j'ai tanné ma mère pour avoir mon premier ordinateur. À l'époque, Internet arrivait à peine en France, on était au tout début, je crois que ça s'appelait Infony, Club Internet, des choses comme ça. On recevait des CD par la poste pour pouvoir se connecter à Internet. Et je me rappelle que ma mère s'était saignée pour pouvoir nous acheter un ordinateur. Le premier ordinateur qu'on a eu, de mémoire, c'était un Packard Bell Pentium 1, enfin voilà, un truc en Windows 95 ou 98, un truc dingue. Et en fait, ce qui était fou, c'est que du coup, j'ai découvert Internet à ce moment-là et je me suis dit tout de suite, il faut que je crée des sites Internet, il faut que je trouve un moyen de créer des sites web. Et donc, dans ma chambre, j'essayais de créer mon premier site web. J'ai utilisé un logiciel qui s'appelait FrontPage, je ne sais pas si tu connais, c'est l'ancêtre de Dreamweaver, de tous ces logiciels-là. Et à l'époque, on pouvait faire des sites, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de vidéo ou très peu, pas du tout, même de vidéo pour le coup, parce que la connexion n'avançait pas. Et donc, pourquoi cette passion, j'en ai fait vraiment un métier de créer des sites web et ensuite de devenir référenceur. Ça, c'est mon premier métier sur le web, c'est-à-dire de positionner des sites Internet en tête des moteurs de recherche. Et j'ai commencé à faire ça avant Google. À l'époque, c'était sur Yahoo, AltaVista. C'était très rigolo d'ailleurs parce qu'on pouvait faire des choses qu'on peut plus du tout faire aujourd'hui sur Google. Et voilà. Et pour revenir au sujet précis, les TPE-PME, je les accompagne depuis 2003, donc sur la partie web marketing, donc le marketing d'Internet. Comment on fait venir des gens sur notre site Internet ou notre page Facebook ou notre page Instagram et comment on fait en sorte qu'ils deviennent nos clients, tout simplement. C'est ça. Et c'est super important. Moi, je sais que donc on a, avec mon mari pendant 17 ans, on était artisans, commerçants, petite PME à la fin. Et on a fermé il y a 3 ans, mais en fait, on s'est mis sur mes premiers pas sur Internet. C'était vraiment en 2010 sur Facebook. On créait des gâteaux de voyage, donc on était vraiment artisans pâtissiers. Et je m'étais dit, voilà, il faut communiquer sur les réseaux, c'est super, etc. Et un storytelling, ça complète bien. Et on a créé dans la foulée, on a créé un site de vente en ligne dans les années qu'on suivit, parce que mon mari est passionné aussi d'informatique. Et par contre, on s'est confronté. Alors, c'est assez double pour les petites entreprises et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. C'est que c'est à la fois facile parce que d'un coup, on fait sauter toutes les barrières, toutes les frontières en fait, puisque on n'est plus confiné juste à notre rue ou à notre département ou même ne serait-ce qu'aux frontières françaises. On élargit vraiment.
Et en même temps, nous, on avait payé, par exemple, très, très cher pour un site Internet. Et on avait eu la difficulté en tant qu'artisan, de comprendre que même quand on est derrière un ordinateur, c'est productif, alors qu'on n'a pas cette sensation de vendre en direct. Et donc, ça a été très, très double et jusqu'en, on a fermé en 2017. Et jusqu'à la fin, en fait, pendant 7 ans, on avait cet outil qu'on n'a pas su bien exploiter. Et depuis aujourd'hui, c'est encore plus facile et encore moins cher qu'avant de s'y mettre. Mais il y a tout un état d'esprit. Et je sais que ta femme est également artisan. Et entre autres, tu as bien d'autres clients, mais on a un cas aussi particulier que tu m'as raconté, une anecdote que tu m'as racontée il n'y a pas longtemps, qui est créatrice de robes de mariée, mais qui a dû s'adapter aussi. Et tu as vu aussi cet état d'esprit qui est difficile parce qu'en fait, avant de parler de technique et de prix et de tout ça, il y a vraiment un état d'esprit à avoir. Exactement, tu sais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que à plusieurs titres, un artisan, et j'en ai une à la maison depuis 17 ans aussi, c'est marrant, mais j'ai quasiment créé l'entreprise au moment où on s'est rencontrés. Elle crée effectivement des corsets, des robes de mariée sur mesure depuis très longtemps. Elle s'appelle La Fée Corsetée et elle fait des choses dingues. Et pour arriver à la mettre au début sur Facebook et depuis peu sur Instagram, ça a été la croix et la bannière. Mais à quoi ça sert? Mais qu'est-ce que je vais faire là-dessus? À chaque fois, ouais, je vais publier, il va falloir que je réponde aux gens, mais j'ai autre chose à faire. Il faut que je fabrique des corsets, il faut que je fabrique des trucs, etc. C'est vraiment super intéressant parce que voilà, c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est tout à fait ça. Et donc, du coup, il y a cette problématique-là. Et l'autre problématique, c'est de dire, oui, on fait un site web, on fait du e-commerce, on fait des réseaux sociaux, mais c'est très productif. Aujourd'hui, au moment où je te parle, 95% de ces ventes effectuées dans les 6 ou 7 dernières années viennent d'Internet exclusivement. Elle a un atelier à Limoges, elle se déplace dans toute la France, à Paris, Lyon, Nice. Elle s'est même déplacée maintenant à l'étranger, dans certains pays francophones assez proches. Et je suis sûr qu'on pourrait très facilement, si on le souhaitait, mais on ne l'a pas fait encore, et là, il y a encore une marche à passer en plus dans son esprit à elle. Pour moi, son projet et son produit est fait pour être vendu en Chine, est fait pour être vendu à Dubaï, est fait pour être vendu dans des endroits où les gens ont beaucoup d'argent à payer, quoi. Alors, je dis pas qu'en France, on peut pas trouver des gros clients, mais tu vois, il y a un autre blocage qui est intéressant, qui est pas lié à Internet, mais qui est aussi intéressant. Elle a du mal à vendre ses produits très chers. Alors, pourtant, c'est du sur-mesure, c'est du 100% made in France. Et elle me dit, oui, mais je veux garder mes pauvres clients, tu vois. Et c'est exactement la même chose. On est dans la même. C'est une croyance qui est que, voilà, je fais de mes mains. D'ailleurs, c'est une croyance liée au prix horaire. Tu sais, ma femme continue de compter en tarif horaire. C'est-à-dire qu'elle te dit, non, mais attends, Rémi, j'ai mis tant d'heures pour fabriquer le corset, je peux pas le vendre à tel prix. Mais à chaque fois, je lui dis, mais tu sais, je vais te donner un exemple. Le jean que je porte, là, d'accord, Levi's, elle le sait en plus. Il coûte 30 centimes d'euros à produire. 30 centimes. Si on compte tous les frais, y compris la publicité, le transport, tout, ça coûte moins d'1,50 € à l'entreprise Levi's pour produire le jean, au total. Ils le vendent 100 ou 180 euros. À un moment, est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Je ne dis pas qu'il faut faire comme eux. Effectivement, c'est totalement exagéré. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il y a probablement un entre-deux qu'on pourrait faire. Et il y a un débat là-dessus entre nous en permanence. Et pour le web, ça a été exactement la même chose. Au début, le site web, elle a compris. Après, je lui ai dit, il faut aller sur Facebook. Elle me dit, mais pourquoi? Maintenant, elle a 18 000 fans et tous les jours, elle est à fond sur son Facebook, elle kiffe. L'année dernière, je lui ai dit, Instagram, c'est maintenant, c'est pas dans 2 ans. C'est maintenant qu'il faut y aller. Tu es déjà en retard. Oui, mais à quoi ça sert, machin, ce que je fais déjà sur Facebook. Maintenant, elle préfère Instagram à Facebook. Bah, tu vois, c'est. Alors, j'ai pas osé lui parler de TikTok encore, hein, parce que là, je pense qu'elle va dépasser l'entendement. On va la perdre. Elle ira trop tard. Pareil, elle ira trop tard. Mais c'est pas grave. L'avantage, c'est que je la tanne pour qu'elle y aille. Et finalement, elle y va trop tard, mais elle y va bien avant la plupart de ses concurrents. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Mais tout à fait, j'ai eu le même souci avec mon mari qui est pâtissier, qui était issu des restaurants gastronomiques, donc qui a vraiment de la qualité, de l'or dans les mains, et qui a le même problème avec le prix. Et en fait, bizarrement,
Et pareil, on vendait aussi sur Internet parce que quand on vend hors des frontières de France, le savoir-faire français est mis en valeur, tandis qu'en France, c'est toujours la même chose. Hein. On n'est pas, comment on dit, on n'est pas prêcheur dans son pays. Je me souviens plus le terme exact. La personne est le seigneur en son pays, un truc comme ça. Quelque chose dans ce genre-là, mais c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que pour ça, Internet permet de faire sauter toutes ces barrières. Bien sûr. Après, la difficulté est de comprendre que une fois qu'on va sur Internet, qu'on a décidé de le faire, il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais qu'il y a déjà un état d'esprit et qu'effectivement, il faut comprendre que même si on est derrière un écran, et que on a l'impression juste de répondre à des posts Facebook ou de faire une vidéo ou de faire des photos. Merci James. James nous dit nul n'est prophète en son pays. C'était ça que je voulais dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre si vous avez des questions par rapport au site internet, à la digitalisation de votre entreprise ou autre. C'est le moment. On est là. C'est vraiment le but et en ce moment, c'est vraiment juste primordial. Et donc, merci encore, James. On a toujours des petits soutiens comme ça fait plaisir. Et c'est vrai que donc, le travail sur Internet, et quand on veut s'y lancer, c'est un vrai travail. C'est-à-dire que moi, j'avais remarqué que ça pouvait prendre jusqu'à autant de temps qu'une boutique physique. Parce qu'il n'est pas simplement utile de faire un beau site Internet, mais ce site Internet, il faut qu'il soit connu, qu'il soit alimenté, qu'il soit référencé, etc. Et après, on a des choses plus douces. Avant d'avoir un site Internet super beau, très marketé, etc. Effectivement, il y a des transitions comme les réseaux sociaux ou autres, mais c'est quand même un état d'esprit à avoir et on ne fait pas rien quand on est derrière un écran. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je sais que ça nous avait bloqué énormément. Mais ça, c'est un vrai débat parce que si tu veux, un artisan, effectivement, pense que quelqu'un qui est derrière un ordinateur ne fait rien, sauf qu'il travaille tout autant que lui. C'est juste que c'est une autre forme de travail. Et beaucoup d'artisans pensent effectivement que derrière un ordinateur et pour faire de la communication, pour travailler sur leur site, pour travailler sur leurs réseaux sociaux, c'est une perte de temps. En réalité, moi, ce que je leur dis, c'est assez simple. C'est que vous êtes en train de trouver les clients de demain. Si vous ne faites pas ça, parce qu'ils me disent, oui, mais moi, j'ai des clients maintenant. Je fais, oui, c'est très bien les clients maintenant, il faut s'en occuper en priorité, mais il faut penser aux clients qui viennent. Et le problème, c'est que si tu ne fais rien sur Internet aujourd'hui, tu viendras me voir dans 3 ou 4 mois et me dire, j'ai plus de clients. Ben, oui, forcément. Tu n'as rien fait pour en obtenir d'autres ou tu n'as rien fait pour maintenir tes clients existants. Donc, il faut absolument faire les deux. Et quand tu parles de temps, c'est intéressant parce que en réalité, le travail, il peut être très important au début, en termes de durée, et ensuite on peut optimiser. Aujourd'hui, au moment où je te parle, ma femme, elle passe honnêtement moins d'1 heure par jour au total sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, c'est pas 1 heure de perdu, c'est 1 heure de discuter avec des clients potentiels, répondre à des clients existants, faire le boulot. Je veux dire, quand on est commerçant ou artisan, le boulot, c'est pas juste fabriquer, c'est vendre. Et ça, les gens l'ont oublié. Ça, c'est un vrai problème franco-français, ça. On est excellent, mais vraiment excellent dans des dizaines de domaines. Même les gens ne le savent même pas. Ils pensent qu'on est nul et tout. Moi, ça me fait marrer parce que j'ai encore fait la liste récemment. Là, je vais la publier. D'ailleurs, je vais la republier. Dans quasiment tous les domaines qui existent, on a des leaders mondiaux français. Les gens ne le savent pas, ça. Tu vois, c'est un truc qui est fou. Donc, dire qu'on est mauvais, c'est très, très drôle. Ça, c'est bien français de se taillader soi-même. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que voilà, on fait du web, c'est pas parce qu'on répond à ses clients, c'est pas parce qu'on prépare nos campagnes de publicité, c'est pas parce qu'on fait du Facebook, c'est pas parce qu'on fait de l'Instagram qu'on ne travaille pas. On travaille différemment. Et encore une fois, un artisan, regarde, un exemple tout simple. Nous, on avait plein de collègues ou d'amis artisans de ma femme qui ne vivaient que des marchés. Tu sais, les marchés artisanaux. Je l'ai fait longtemps. Je l'ai fait longtemps, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah bah oui. Bah oui, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on veut aller sur Internet. Oui, mais ça sert à rien, on verra plus tard, c'est pas pour nous. Et ben maintenant, ils sont comme ça. Ah ben on n'a plus de sous, on peut plus rien faire, il faut appeler l'État. Bah oui. C'est ça. Oui, mais bon. Mais c'est ça. Mais tu as tout à fait raison, parce que quand on s'est lancé en 2008, on a commencé à travailler sur les marchés et les foires. Ça nous permettait d'aller directement au devant des clients. Donc, on vendait nos cartes de voyage. Et
Par contre, on a ressenti la crise de 2008 en 2010 sur les marchés parce que l'essence Exact. a augmenté énormément et du coup, la fréquentation a chuté, mais on faisait jusqu'à moins 50% de chiffre d'affaires, c'était énorme. Et il a fallu justement pivoter. C'est là que j'ai commencé à découvrir Facebook et à me dire, bah tiens, je vais commencer déjà à expliquer où je vais sur les marchés, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de boutique. Et par la suite, comme on vendait des gâteaux de voyage, on appelait ça comme ça, un site internet nous a paru juste indispensable parce que on vend les gâteaux doivent pouvoir voyager par la poste, entre autres. Et c'est ce qui nous a permis derrière de vendre à des épiceries fines, de vendre, de faire de l'exportation tout à la fin. Et en fait, ça nous a ouvert plein de portes. Alors trop de portes parce que du coup, on s'est trop éparpillé et ça a été un peu compliqué à gérer. Mais par contre, voilà, c'est un apport juste énorme. Et le problème, c'est que souvent, les commerçants artisans, petites PME, opposent le commerce physique et le commerce sur Internet. Grave Ils ont erreur. l'impression que Internet va tuer les petits commerces physiques, alors qu'en fait, c'est un vrai complément. Bien Qu'est-ce sûr. que tu en penses? Non, c'est ce qui va les sauver, en réalité. C'est même pire que ça. J'aime beaucoup il y a plusieurs exemples dans ce domaine-là. Tu sais, quand à l'époque où la télé n'existait pas, d'accord, il y avait que la radio et les journaux. Et puis un jour, la télé est arrivée. C'est dans les années 50-60, suivant le pays dans lequel tu vivais. Et les gens ont dit, oh, la télé arrive, c'est fini pour la radio. On est en 2020, 70 ans après, il n'y a jamais eu autant de chaînes de radio, de stations de radio, pardon. Donc ça prouve bien que c'est pas parce que quelque chose arrive qui va forcément laminer la chose précédente. On avait dit aussi, et on le dit encore aujourd'hui, c'est en train d'arriver enfin, mais bien plus tard que prévu, que les journaux allaient complètement disparaître. En fait, ils n'ont pas du tout disparu, ils ont souffert, beaucoup ont disparu, mais les meilleurs sont restés et les autres se sont adaptés progressivement. En vendant en ligne, en proposant. Moi, je suis encore un fan absolu de recevoir le New York Times en papier. Tu vois, pour moi, c'est un produit de collection, c'est un produit magique. Tu vois. Et donc le papier revient dans certaines catégories, voilà, parce qu'on a aimé ça et c'est quelque chose, c'est un beau produit, c'est quelque chose qui est classe, qu'on aime lire tranquillement au coin du feu si on a la chance d'avoir une cheminée ou au bord de l'eau si on est au bord de l'eau. Bref, ou dans une forêt. Tout ça pour dire que voilà, c'est pas parce que quelque chose est arrivé. Et il y a un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est LDLC. LDLC qui est un leader français et maintenant européen de la vente informatique en ligne. Voilà. À la base, c'était un tout petit magasin merdique dans la rue de Marseille à Lyon. Moi, je les ai vus naître, je les ai vus démarrer. C'était tout pourri. C'est devenu le leader français très rapidement du e-commerce spécifiquement pour les ordinateurs et tout ce type de produits. Et d'ailleurs, LDLC, ça veut dire Laurent de la Clergerie. C'est le nom du créateur en fait. Les gens ne le savent pas et c'est assez rigolo, c'est Laurent de la Clergerie et son frère. Et ensuite, donc, c'est devenu énorme, très, très gros, très, très fort. Et il y a quelques années, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert des boutiques, dis donc. C'est pas bizarre, ça? Ah, voilà. Ils ont ouvert tout un réseau de boutiques dans toute la France. Et là, le journaliste lui dit, mais comment ça se fait, Laurent? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il lui répond, mais parce que mes clients demandent des boutiques. Il faut que je leur ouvre des boutiques. Pourquoi Free a ouvert des boutiques? Et Xavier Niel vous répond la même chose, mais parce que mes clients demandaient des boutiques. Quand il y a un problème, il faut pouvoir leur répondre. Quand on veut leur vendre un téléphone, il faut pouvoir leur répondre. Et ça suffit pas, Internet. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il y a un dernier exemple que je voulais donner là-dessus, que j'ai vécu de l'intérieur. Je travaillais à la Fnac, à l'époque où Fnac.com est arrivé. Et je me rappellerai toujours que les magasins Fnac disaient Fnac.com est un concurrent de notre magasin. À cette époque-là, ils disaient ça. C'est un concurrent, on ne veut pas renvoyer les gens dessus, c'est un concurrent, c'est un méchant monsieur, il va nous prendre nos ventes. Au moment où je te parle, et depuis quelques années maintenant, Fnac.com n'est plus du tout un concurrent de Fnac. Au contraire, Fnac.com est affiché partout. Et c'est super intéressant parce qu'ils ont compris que ce qu'on appelle le mix entre web et store, donc le web to store, le store to web ou les deux, c'est-à-dire le web d'un côté et le magasin de l'autre, et dans les deux sens, c'est génial. Je te donne un exemple tout simple. Tu achètes un produit sur la Fnac aujourd'hui sur Fnac.com, tu peux aller le chercher dans 1 heure dans la Fnac de ta ville. Ça, c'est incroyable. C'est un service qui est unique, que personne ne peut proposer. Donc, si tu veux, voilà, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. C'est que là, moi, j'ai vu un dernier exemple qui est plus TPE pour le coup. Un ami à moi qui s'appelle Emery, que je salue s'il voit cette vidéo, qui est fromager,
qui était fromager à Cannes, qui s'est délocalisé complètement bien avant la crise. Hein. Il y a quelques années, il est parti s'installer en Bretagne, c'était son rêve, il voulait absolument vivre en Bretagne. Donc il s'est installé, je crois que c'est à Quimper ou à Quimperlé, je ne sais plus. Je ne suis pas encore allé le voir, malheureusement, il va me tuer. C'est comme ça. Il faisait les marchés, c'était super et tout. Et depuis des années, je lui disais attention, Émeric, le jour où il y a un problème, si t'as pas internet, machin, il fait ouais, je sais, mais il prenait pas le temps. Voilà, il disait toujours j'ai pas le temps. C'est la phrase fétiche de tout entrepreneur, j'ai pas le temps. J'ai envie de gifler, mais bon, c'est comme ça. C'est une phrase que je ne veux plus entendre de la bouche de personne parce que c'est une absurdité totale. Et moi, je lui réponds toujours ah bon, t'as pas le temps de trouver des clients? Voilà. Du coup, ne me dis pas que tu es artisan, ne me dis pas que tu es commerçant. Et donc, là, il a compris, ça y est. Et maintenant, il vend sur Facebook directement et ça marche super bien parce qu'il a eu un gros problème, c'est qu'il ne pouvait plus vendre ses fromages sur les marchés pendant plusieurs semaines. Donc, c'était vraiment problématique. Ouais, c'est ça. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je voudrais remercier vite fait James qui nous écrit plein de choses, qui nous parle des marchés, qu'on peut en même temps donner les flyers et en même temps du coup indiquer qu'on a un site internet aux clients, évidemment. Il nous dit aussi qu'il y a une bonne app pour les radios, une bonne application. Il donne Radio Garden. Bon. Et on a également Pascaline qui dit passer au numérique est de plus en plus indispensable, mais avoir une belle image de marque, une identité visuelle qui se décline harmonieusement sur tous vos supports est très important pour mieux vendre vos services, etc. Je trouve que tout à fait. Et justement, j'allais compléter parce que tu as raison de donner tous ces exemples et même Amazon a essayé, alors je sais plus, j'ai pas suivi la suite, mais a essayé d'ouvrir pas mal de magasins. Ah, ils ont pas essayé. C'est le message. Ils l'ont fait, Sophie. Ils l'ont fait, mais je sais pas si ça a continué, parce que j'ai pas entendu. J'ai vu ça passer à un moment. Et mais comme quoi, ça se complète énormément. Et justement, je voudrais profiter de l'émission pour dire que vraiment, on est dans une période de transition, mais juste énorme, pour remonter tous ces petits commerces et pour compléter d'un côté de se faire connaître relativement facilement avec les réseaux et tout, et on va y venir concrètement comment on peut faire, et en même temps d'être créatif pour, dans les boutiques, amener une vraie expérience client différente de ce qui se faisait aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est la combinaison de ces deux secteurs-là, de ces deux phénomènes-là qui va faire que on va sauver nos petits commerces parce qu'il y a des choses sur Internet, il y a quand même une proximité, on l'a vu, là, on est confiné depuis des semaines, on aime quand même retourner voir les magasins, revoir les gens, etc. Sauf qu'ils veulent juste pas qu'on leur dise, ben voilà, le vêtement, il vaut tel prix, etc. Ils veulent une expérience client plus intense, pas forcément acheter directement, mais par contre acheter peut-être un soir à 11h quelqu'un qui s'ennuie et qui a vu quelques jours plus tôt l'article, il se dit ah mais au fait je vais aller m'acheter mon et du coup créer l'envie de sortir et d'aller vivre une expérience dans nos magasins physiques. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je pense qui se passe en ce moment. Alors profitez-en pour réfléchir à ça. Donc, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a Bérangère Giraud qui me dit tout à fait, Bérangère qui est justement une créatrice de bijoux qui a su combiner les deux, combiner tout d'ailleurs, les marchés plus une boutique chez elle et une boutique en ligne, et elle vend comme ça des produits de qualité exceptionnelle. Donc, elle connaît bien le phénomène. Oui, puis elle a vraiment pu gérer du coup cette période en ce moment grâce à cette double casquette. C'est juste indispensable. Et donc pour se lancer, alors une fois qu'on a l'état d'esprit, qu'on a compris que Internet et monde physique, ça ne s'opposait pas mais se complète parfaitement, il faut se lancer. Donc on a plusieurs possibilités. On n'est pas obligé donc de s'acheter un site Internet hyper dernier cri, etc. Il y a des transitions et il y a des choses pour commencer qui peuvent être pas chères, même quand on ne s'y connaît pas énormément, faut être honnête. On est vraiment dans une période exceptionnelle pour ça. Mais complètement. Alors, il y a différentes méthodes pour obtenir un site web. On ne va pas tout lister aujourd'hui, il y en a trop. Mais si on devait faire des grandes catégories, il y a le do-it-yourself, le faire soi-même. Alors, le faire soi-même, soit il faut se former, soit il faut utiliser des outils qu'on appelle des CMS,
qui permettent de faciliter les choses. Alors, volontairement, je ne parlerai pas de WordPress, parce que quand on me dit que WordPress est simple pour des débutants, c'est du foutage de gueule intégral. Et je tenais à le dire aujourd'hui. Et j'adore WordPress, je suis un pro WordPress. Mais il existe des solutions. Il y a une solution qui est incroyable, qui s'appelle SiteW, que j'ai découvert il y a quelques semaines. SiteW, tout simplement, qui est en plus une solution 100% française, que j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt parce que, c'est dingue. C'est vraiment pour un débutant, pour le coup, c'est vraiment fait pour un débutant. On déplace des blocs, on fait tout à la souris, c'est fabuleux. Alors évidemment, pour moi, c'est complètement inutile, j'ai envie de dire, quoique, pour des sites très simples, je pense que je pourrais l'utiliser. Mais voilà, ça permet de créer quelque chose de très beau, de très visuel, de très bien fait, qui s'adapte sur tous les écrans à très moindre coût. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a Wix, bien entendu. Il y a WordPress, même si j'ai pas envie d'en parler pour ce type-là. En tout cas, je trouve que c'est un peu trop compliqué pour un débutant total, en tout cas. Il faut du temps vraiment pour comprendre comment ça marche. Voilà, il y a cette première solution-là, voilà, de le faire vraiment soi-même. Donc, soit dans cette solution, il y a 2 sous-solutions. Se former pour apprendre à développer sur Internet. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça? J'en suis pas convaincu. Vous avez probablement autre chose à faire. Et l'autre, c'est effectivement d'utiliser un CMS. Ensuite, vous avez bien sûr la possibilité de faire appel à une agence web ou à un freelance, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire pour vous quelque chose qui va, j'espère en tout cas, vous convenir. La problématique avec ça, il y en a 2. Soit c'est trop cher, souvent pour une TPE-PME, ça arrive en tout cas. Soit vous allez être obligé d'aller faire ça offshore et je vous le déconseille pour plein de raisons. Donc offshore, ça veut dire à l'étranger. L'autre problématique que vous pouvez avoir, c'est que malheureusement dans ce domaine-là, comme dans beaucoup de domaines, et pas que sur Internet, vous avez beaucoup de charlatans qui vont vous vendre des choses qui sont honnêtement, qui ne sont pas au prix auquel ils vont vous les vendre. Vous risquez d'avoir des problèmes. Donc faites très attention, sélectionnez de manière drastique les gens, essayez de contacter leurs clients ou de faire par recommandation, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de loustiques que ça devient vraiment compliqué. Et je vous conseille quand même une chose importante aussi, si vous faites appel à un prestataire, quel qu'il soit, c'est bien d'avoir un minimum les bases de quelque chose quand on cherche à acheter quelque chose chez quelqu'un. Je m'explique. Quand vous allez acheter une voiture, vous vous renseignez un minimum sur la voiture, vous-même, tout seul, avant d'aller voir un vendeur. Et bien là, c'est pareil. Vous devriez vous renseigner sur qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour créer un site Internet, combien ça coûte en moyenne. Est-ce que c'est… alors moi, je vous le dis, ça va de 0 à 100 000 euros, voilà, pour faire simple. Pour faire très simple. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de limite, ni dans le gratuit, ni dans le cher. Évidemment, vous allez en avoir pour votre argent. Si vous payez 0, vous aurez 0. Voilà, on va être très clair, c'est assez simple à comprendre. Je pense que vous le connaissez, c'est pareil quand vous achetez du pain, c'est pareil quand vous achetez du champagne, c'est pareil quand vous achetez une voiture. Plus vous mettez de l'argent, en principe, bizarrement, plus vous avez du service et de la qualité. C'est étrange, mais ça marche comme ça en fait. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir mettre 5 000 euros sur la table. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que vous pouvez trouver des prestataires de grande qualité qui sont par exemple débutants. Moi, j'ai la chance d'avoir souvent des freelances qui démarrent et qui ont un vrai potentiel. Alors, ils ont des défauts, bien sûr. Ils ne font pas tout parfait. Ils sont débutants. Débutants, pas dans le sens ils ne savent pas faire, dans le sens ils débutent leur carrière. Oui. Voilà. Si vous avez beaucoup de moyens, faites appel à une agence, mais faites attention. Les agences, elles facturent beaucoup, très, très cher des choses qui pourraient être facturées beaucoup moins par un freelance ou un groupe de freelance. Donc, faites attention. Voilà, ça, c'est la deuxième solution. La troisième, je ne sais même pas s'il y a une troisième grande solution. Finalement, oui, il y en a d'autres. C'est d'acheter un site web existant. Ça, c'est quelque chose qui marche super bien aussi. Alors, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais d'acheter un site web qui a déjà été créé dans votre domaine, de l'acheter, ce qui fait que vous récupérez… c'est un peu comme si vous achetiez un local. Vous voyez, un local, on dit… Oui. Quand vous prenez un local, on vous dit qu'il y a le fonds de commerce. Vous allez récupérer peut-être le passage, les clients, peut-être un peu de stock si c'est la même activité que vous, etc. Et ben un site web, c'est pareil. Vous pouvez racheter le fonds de commerce d'un site web. On est justement en train de discuter avec une entreprise actuellement pour ma femme. On va racheter un gros site web. Je ne peux pas en parler pour l'instant, plus que ça. Mais voilà, ce site web, il est très important dans le domaine autour de ma femme, du business de ma femme. Et si on arrive à le racheter, eh ben, on a un vrai fonds de commerce qui va nous permettre d'avoir beaucoup de ventes derrière. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire et c'est ça qui est assez intéressant. Tout à fait. Alors, je voudrais juste mettre pas un bémol, mais une petite recommandation sur racheter un site internet comme un fonds de commerce pour avoir acheté le fonds de commerce. Je sais que c'est très compliqué. En entrepreneuriat, on a
on attire les gens finalement qui nous correspondent. Et quand on achète les clients de quelqu'un d'autre, c'est déjà plus tout à fait, même s'ils ont le même sens d'intérêt. Donc là, pour le site de ta femme, si c'est vraiment sur les robes de mariée, et c'est super, etc. Mais de faire très très attention quand même, parce que bien sûr. Ça voilà, le fonds de commerce, c'est assez, voilà. Par contre, il y avait une autre recommandation aussi, c'est quand on fait avec un prestataire de service. Ce qu'on a fait avec mon mari également, et je l'ai vu pas mal chez d'autres commerçants, c'est qu'on achète souvent un site quand on ne connaît pas. Effectivement, on se renseigne pas forcément. Au départ, on n'a pas le temps. Donc voilà, on connaît quelqu'un qui fait un site internet, on se dit bon, pourquoi pas, il va nous faire tout. Et par contre, on avait fait attention à une chose, on nous avait conseillé, donc je retransmets le conseil, ça nous a servi après, c'est que le nom de domaine, c'est vous qui l'achetiez, donc c'est, je te laisserai expliquer exactement ce que c'est, mais c'est le nom de votre entreprise sur internet en gros, mais tu sauras mieux que moi. Mais parce que si c'est l'entreprise qui le garde, si elle devait fermer ou qu'il devait y avoir le moindre problème ou vous vouliez changer de prestataire, c'est extrêmement compliqué à récupérer. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper important. Et j'ai mangé, il y a eu d'autres choses que je voulais dire, mais ça va me revenir. Je te laisse. Pendant que tu réfléchis, pour rebondir là-dessus, la pratique qui consiste pour une agence web ou une agence de communication d'acheter le nom de domaine au nom de son client, d'acheter l'hébergement au nom de son client est un scandale. Un scandale depuis 20 ans, c'est un scandale et ça continue encore aujourd'hui. On n'achète pas. Si une agence vous propose de prendre le nom de domaine pour vous, vous dites non, je veux le nom de domaine à mon nom. Ouais. C'est comme si vous achetiez. Ouais, c'est plus qu'important. C'est juste, il y a tellement de cas où les gens se retrouvent. Et j'ai encore un cas en ce moment où, au moment où je te parle, il y a un parc là qui veut me faire travailler sur un site web et je vais le faire. Moi, je fais plus normalement de prestations de ce genre, mais je vais le faire parce que c'est un ami, etc. Et il avait fait appel à un prestataire qui a pris le nom de domaine et l'hébergement en son nom et qui aujourd'hui refuse de lui livrer le site et le nom de domaine. Donc là, je les ai menacés très rapidement. Le nom de domaine, on va le récupérer. Leur site en carton, ils peuvent le garder. Par contre, le nom de domaine va être récupéré, l'hébergement également. Et ça, il faut surtout jamais se faire avoir. Votre nom, c'est votre nom. Quand vous achetez un nom de domaine, donc le nom de domaine, c'est quoi? C'est l'adresse Internet de votre activité. Donc, ça peut être montersonbusiness.com, ça peut être sophie-robert.com. Ça doit vous appartenir. C'est votre nom, c'est vous. Vous ne devez pas… Notre marque, en fait. Oui, c'est exactement ça. Ça doit appartenir à personne d'autre qu'à vous. Ça coûte que dalle en plus. Ça coûte entre 5 et 15 euros par an. Oui. Suivant les .com, .ly, .machin, vous allez être entre 5 et 15 euros par an en moyenne. Je veux dire, c'est non négociable. Vous l'achetez vous-même. C'est tout. C'est assez simple. Tout à fait. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose que je voulais insister. Donc par rapport, je voulais revenir sur WordPress, qui effectivement peut être compliqué, mais quand même abordable. Moi, je sais que quand on avait fait appel à un prestataire de service, c'était compliqué parce qu'à chaque fois que je voulais mettre parce qu'en fait, il y a plusieurs choses à penser quand on va sur Internet. Il y a une partie, il y a les réseaux sociaux. Donc c'est plus la communication. Quoique maintenant, avec Facebook, on peut créer une boutique, etc. à voir. Tu nous en parleras peut-être après. Et donc, ça, c'est vraiment côté communication, storytelling, etc. Il y a le site Internet de vente. Alors, il y a le site vitrine, mais honnêtement, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose d'avoir juste un site, autant faire les réseaux sociaux. Bon, après, tu me diras ce que tu en penses, mais quitte à faire un site, autant qu'il soit de vente. Mais on peut y rajouter une partie blog qui permet de créer plus de coulisses derrière, etc., avec des articles. Donc, c'est des choses différentes et WordPress sert à cette partie blog. Et je me souviens que quand on avait notre site internet, c'était sur PrestaShop. Et à chaque fois que je lui demandais de mettre un nouvel article qu'on avait eu sur nous, un article de journal ou une radio ou quelque chose, à chaque fois, c'était la croix et la bannière. Et en fait, je me suis aperçue après, maintenant, je travaille sur WordPress. Il y a énormément de choses sur Internet quand même, beaucoup de tutos pour expliquer les premières bases, comment on crée, etc. C'est quand même possible puisque c'est ce que j'ai fait. Pour maintenant, mon site sophierobert.com, ça a d'abord été un blog
les petits bonheurs d'entreprendre sur WordPress. Je l'ai juste transformé en site, mais je suis restée encore sur WordPress. Il y a voilà, faut être conscient qu'il y a un peu de temps à y prendre, mais que c'est possible. Et que il y a toujours cette complication que quand il y a un intermédiaire, il y a des choses que voilà, il faut réussir à savoir ce qu'on peut lui demander ou pas. Il faut bien se renseigner. Par rapport à WordPress, tu sais, je ne vais pas critiquer WordPress volontairement. Je le critique parce que je le critique pour de vrai. C'est-à-dire que je l'utilise tous les jours. Tous mes sites sont sur WordPress. Sauf que la réalité, je me la suis pris de plein fouet. Quand j'ai commencé à proposer le produit WordPress à des clients normaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais créé des sites web, ils m'ont dit « Ne me dis pas que c'est simple. C'est pas vrai. » Moi, quand je me connecte là-dessus, j'ai envie de mourir. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, si tu veux, cette fausse croyance, moi, quand j'entends des prestataires ou des gens sur Internet dire « Va sur WordPress, c'est génial, machin, ça va être trop facile, tu vas voir », arrête de te moquer du monde. C'est facile pour toi, peut-être. Je ne parle pas pour toi, Sophie, pour la personne qui le dit. Oui, j'ai bien compris. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas vrai. Ça devient facile si tu y passes du temps. Voilà, la réalité, elle est là. Et le problème, c'est que tu l'as dit toi-même, les artisans, les commerçants, les TPE-PME, elles n'ont pas de temps à perdre, surtout pas avec ça. Donc, soit elles ont quelqu'un dans l'équipe qui peut s'occuper de WordPress et être un peu le référent et pouvoir faire tout ce qu'il y a à modifier, etc. Parce qu'effectivement, c'est simple. C'est pas facile, c'est simple à faire. C'est la nuance, en fait. Et encore, enfin, je vais être honnête avec toi, moi, encore aujourd'hui, et ça fait depuis que WordPress existe, je l'utilise. Donc, ça doit faire 12 ou 13 ans. Je me prends encore la tête aujourd'hui avec WordPress sur certaines… Alors, moi, j'ai avancé, c'est-à-dire que je fais des trucs de malade sur WordPress, mais parce que j'ai l'habitude. Mais même encore aujourd'hui, je me prends la tête. Donc, dire aux gens, un mec qui vient de nulle part, qui a jamais utilisé Internet ou presque, ou qui l'utilise qu'avec son iPad ou sa tablette, lui dire « Ouais, tu vas voir, c'est facile ». Non, ne faut pas se moquer du monde. C'est pas vrai. S'il y passe du temps, et il n'aura pas le temps, donc c'est non, en fait, ce sera facile. Donc, c'est pour ça que je dis site W, que je dis Wix, que je dis d'autres. Les gens, alors tu as des gens, les professionnels vont dire ouais, Wix c'est de la merde, blablabla, parce que le référencement, blablabla. Oui, c'était vrai il y a 5 ans. Voilà, aujourd'hui, moi je suis référenceur. Je suis allé voir les derniers. Ce que fait Wix maintenant, c'est plus du tout ce qu'il faisait il y a 5 ans. Alors bien sûr, il y a des défauts. Bien sûr, c'est pas aussi performant qu'un WordPress bien optimisé. Par contre, ça fait son office pour 90% des clients TPE-PME en réalité. Et site W, pareil. Site W encore mieux, puisque je disais qu'en termes de graphisme, on peut faire des choses incroyables même si on n'est pas graphiste. C'est ça qui est cool. Voilà. Avec des outils comme Canva.com, maintenant, on fait des trucs dingues alors qu'on n'a jamais ouvert un Photoshop de sa vie. Tu vois, moi, je suis un fou de Photoshop. J'utilise Photoshop depuis très, très longtemps. Et aujourd'hui, au moment où je te parle, je l'utilise peut-être plus qu'une ou 2 fois par semaine parce que 90% de ce que je faisais sur Photoshop, je peux le faire sur Canva.com. Donc, à quoi bon ? Et je le fais en 3 fois moins de temps. Donc, si tu veux, je suis en train d'ailleurs de… Est-ce que tu peux expliquer Canva ? C'est très intéressant, Canva, effectivement, c'est un outil très, très intéressant de savoir exactement ce que les gens peuvent faire dessus, en fait. Ouais, donc Canva.com, donc c'est canva.com. C'est un outil américain qui est, je crois qu'il y a une version française, je ne sais plus, parce que moi je mets tout en anglais, voilà, vous vérifierez. Mais c'est un outil qui est incroyablement simple pour n'importe qui, mais là pour de vrai, c'est pas du simple à la WordPress, c'est du vrai simple. Où en fait, vous sélectionnez un format, donc vous dites par exemple A4, photo 10-15, logo, publication Facebook. Vous cliquez, ça vous ouvre une fenêtre avec automatiquement le bon format. Et là, vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, vous pouvez rajouter des photos, mais avec une simplicité, honnêtement, le temps d'apprentissage de Canva pour commencer à faire des trucs sympas, c'est quelques heures. Pour un débutant total, pour quelqu'un qui n'a jamais ouvert Photoshop de sa vie, quelqu'un qui n'a jamais utilisé un outil de création de photos, vous pouvez vraiment comprendre son fonctionnement en une après-midi pour de vrai. Je ne dis pas que vous allez faire ce que nous, on est capable de faire après des années de pratique. Je dis que vous êtes capable de faire quelque chose de propre et de joli qui va vous plaire en quelques heures seulement. Et voilà. Et en plus, ce qui est génial avec ce genre d'outil, c'est que vous apprenez au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à l'utiliser, vous dites, ah ouais, ça, on peut faire ça aussi. Progressivement, vous allez adapter les choses. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et James parle d'un outil que je connais aussi qui s'appelle Photopea, effectivement, qui remplace un peu Photoshop. Alors moi, c'est vrai que je suis un pro Photoshop, donc quand j'ai besoin d'un outil, j'ai tellement d'habitude avec Photoshop que j'ouvre rien d'autre. J'ouvre pas de GIMP, j'ouvre pas Photopea, effectivement, mais j'ai une habitude. C'est comme mon Windows, alors que je suis chez Apple partout.
mon ordinateur, c'est un Windows. Il n'y a pas moyen que je passe sur macOS. Ça n'existera pas. Ah oui, c'est ça. C'est les habitudes. Oui, c'est vrai, je voudrais remercier les internautes qui nous écrivent plein de messages, qui nous donnent James, Pascaline aussi, qui nous donnent énormément de contenu, d'idées et de leur expérience. Il y a une chose intéressante, c'est que tu peux créer un site WordPress pour un client, puis le paramétrer pour que ce soit simple. Même en le paramétrant pour que ce soit simple, ce n'est pas simple. C'est simple pour toi, pour le client, ça l'est pas. Moi, j'ai des sites WordPress, j'en ai fait des centaines pour des clients. Et la plupart me disaient, premier retour, c'était ah bon, fallait faire comme ça, ah bon, comment on fait, ah bon, machin. Donc, il faut les former, enfin voilà, c'est l'enfer. C'est vrai. Donc voilà, c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut y aller progressivement. Il faut savoir aussi quelle est votre stratégie. Est-ce que c'est juste que de la communication? Est-ce que c'est juste pour vous faire connaître? Est-ce que c'est juste pour faire du storytelling? Est-ce que c'est juste pour vendre? Est-ce que c'est un mélange de l'ensemble? Quels sont vos moyens? Quel est le temps que vous pouvez mettre en face? Parce qu'il va falloir dégager du temps. Malgré tout, c'est super important pour que ça prenne. Et un site internet, même le plus beau du monde, s'il est tout seul et qu'il n'y a pas des gens qui viennent le voir, s'il n'y a pas de contenu nouveau ou autre, il meurt au milieu des millions de sites, etc. Il n'y a pas avec une bonne stratégie et même pour commencer, c'est très abordable. Il faut y aller progressivement. On n'est pas obligé de mettre, je sais pas, 300 ou 400 € de pub Facebook au départ. Il y a aucun. Mais par contre, voilà, il faut vraiment y réfléchir et avoir une stratégie. Mais par contre, ça devient indispensable parce qu'après, effectivement, comme des périodes comme en ce moment, on peut Internet, d'une fois qu'on est connu, après, on peut compléter avec des Zooms, avec des visioconférences, avec des ventes en ligne, je veux dire en réunion en ligne, quel que soit dans le monde. Enfin, voilà, c'est juste énorme, quoi. Je vais te donner un exemple qui va parler aux gens qui sont là parce que voilà, je pense que tu as beaucoup de gens qui te suivent qui sont plutôt des TPE, PME et j'aime beaucoup ces gens-là puisque bah voilà, j'en ai une à la maison et j'adore accompagner ce type de clients. Même si maintenant je m'intéresse plus aux startups et aux entreprises très 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 ambitieuses au niveau mondial. Mais c'est vrai que j'adore toujours rester en contact avec les TPE, PME. Et donc l'exemple que je voulais te donner, c'est qu'au moment où on parle, j'ai mis en place 2 campagnes sur YouTube Ads. C'est la plateforme de publicité de YouTube. J'ai d'ailleurs fait une vidéo que vous pourrez aller voir sur on mettra le lien peut-être à la fin, montersonbusiness.com. On peut y accéder gratuitement à cette vidéo où j'ai expliqué exactement pas à pas comment j'ai fait. Donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ce que j'ai décidé, c'est de créer 2 vidéos très simples. Des vidéos qui présentent tout ce que je suis capable de faire en tant qu'animateur, journaliste, conférencier, etc. Ces 2 vidéos de 2 minutes chacune, tu les as peut-être vues, Sophie. Il y en a une qui est en français et une qui est en anglais. Et ces vidéos, ce que j'ai décidé de faire, c'est je me suis dit, voilà, je vais utiliser YouTube Ads pour faire venir du trafic payant pour que les gens voient cette vidéo et comprennent maintenant mon nouveau positionnement, parce que moi, pendant des années, j'étais prestataire de service, comme peut-être Pascaline et d'autres dans le chat. Maintenant, moi, je ne fais plus du tout de prestation de service. Je ne veux plus en faire. J'en ai fait pendant trop longtemps, ça suffit. Et donc, j'ai envie de montrer les autres choses que je suis capable de faire, la formation, le coaching et cette partie animation de conférences et d'émissions. Et du coup, j'ai créé 2 campagnes. La première campagne, elle me coûte 10 € par jour. La deuxième, 5 € par jour. Donc, tu vois, on est sur des budgets qui sont petits. On pourrait même être plus petit que ça. On pourrait faire 5 et 5. On pourrait faire 10 par jour. On pourrait même être en dessous de ça. Mais imaginons, pour quand même avoir un résultat, c'est important de mettre un peu d'argent. Donc, ça fait 15 €. Ça fait 450 € par mois. Alors, même pas, puisque je peux décider dès demain matin de couper la campagne. C'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube et sur d'autres domaines. Ça qui est pratique, ouais. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut couper à la minute près, on peut dire stop, arrête, je veux plus payer. Donc, on décide de son budget et on peut le couper à tout moment. Donc là, moi, en ce moment, au moment où on parle, je suis à 15 € par jour sur l'intégralité des 2 campagnes. Ces 2 campagnes, qu'est-ce qu'elles font? La première, elle est en français, elle envoie du trafic de YouTube vers ma vidéo française. Alors, où s'affiche cette pub? C'est très simple. Elle s'affiche avant les pubs de gens qui parlent d'entrepreneuriat, de marketing, qui sont dans ma cible, si tu veux. Voilà, donc les gens voient cette pub, ils peuvent l'enlever. Si ça ne leur plaît pas, ils cliquent pour l'enlever. Et l'avantage, c'est que moi, j'ai accès à toutes les statistiques. Et je sais, au moment où je te parle, plusieurs choses.
La première, c'est que sur cette campagne, je paye 1 centime d'euro la vue J'ai vu qualifiée. passer ton… Je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça veut dire. La vue qualifiée, pour Google, c'est au moins 50% de la durée de la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a au moins 50% des gens pour qui je paye qui voient la vidéo au moins à moitié, c'est-à-dire 1 minute sur 2 minutes. C'est énorme. C'est Pour énorme. regarder une vidéo 1 minute, il faut vraiment être intéressé un minimum. Tu vois. Ça veut dire que le contenu t'intéresse. Donc ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, c'est que je me suis rendu compte que plus de 60% des gens regardaient plus de la moitié de la vidéo. Donc c'est assez dingue. Alors suivant les chiffres, hein, ça dépend des campagnes, parce que dans la campagne, il y a des sous-campagnes, et il y a des sous-campagnes qui performent mieux que d'autres, mais on ne va pas rentrer dans le détail technique, on va perdre tout le monde. Mais voilà, c'est pour vous donner les chiffres globaux. Voilà, aujourd'hui, je paye 1 centime d'euro la vue qualifiée. La personne regarde en moyenne 1 minute 20. C'est juste incroyable. Tu te rends compte, 1 centime d'euro. Ouais. Je peux m'afficher comme ça devant la tête des gens que je veux pour 1 centime d'euro. Et mieux, c'est la deuxième campagne qui est encore plus impressionnante. Au moment où je te parle, ma deuxième campagne, elle envoie vers la publicité en anglais. Et elle envoie uniquement cette publicité aux gens qui habitent à New York. C'est tout. Si tu habites à Paris, si tu habites à Lyon, si tu habites à Shanghai, si tu habites à Washington, où que ce soit dans le monde, si ce n'est pas à New York, tu ne verras jamais la publicité. Ça, c'est incroyable de pouvoir cibler autant. En fait, j'aime beaucoup, avec les amis, je dis, là, j'ai ciblé Times Square. C'est comme moi, dans Times Square. C'est pareil. Sauf que ça me coûte 2 centimes d'euros la vue qualifiée. 2 centimes. C'est-à-dire qu'au moment où je te parle, je fais de la publicité. Au moment où on parle ensemble, il y a des gens qui sont à New York, qui sont américains, qui sont en train de taper des recherches sur YouTube et qui tombent sur ma vidéo. Est-ce que tu te rends compte qu'on est dans un monde qui est complètement fou. Complètement fou. C'est ça. Et je suis contente que tu en parles parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je voudrais insister aussi. On parle de pub Facebook, que ça coûte cher, que voilà, c'est des budgets, etc. Je voudrais remettre en perspective que quand on est artisan, commerçant, petite PME, on paye de la pub dans des journaux, que ce soit des quotidiens, que ce soit ou à la radio ou des choses comme ça, et on n'a aucun pouvoir sur qui les regarde. Est-ce que quelqu'un les regarde? Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Quel est le retour sur investissement? Et en général, juste un encart dans un journal local va te coûter entre 500 et 1500 euros la parution de peut-être une journée, quelque chose comme ça. Alors que là, Rémi est en train de vraiment de nous expliquer que pour 400 ou 500 euros max dans le mois, il a qualifié des gens, il a choisi qui va les regarder. Ce sont des gens qualifiés, il a toutes les statistiques derrière, etc. Donc, il faut remettre en perspective ça parce que c'est quelque chose c'est deux mondes différents et il faut pas se priver de ça parce que, soi-disant, ça coûte cher. Non, il faut voir la qualité derrière d'informations que vous pouvez avoir. Mais c'est comme pour tout, il faut l'apprendre. On fait pas une pub comme ça sans réflexion non plus. Il y a quand même un petit peu de choses à faire, mais ça vaut le coup d'y investir un peu de temps et un peu d'argent pour faire des tests parce que Rémi a complètement raison et je vous encourage. On va mettre le lien. Tu me diras, on mettra le lien dans les commentaires. Ouais, en plus, c'est une vidéo gratuite, donc ça pourra intéresser les gens. Voilà. Donc mais ça, c'est juste énorme. Ouais, c'est énorme. Et puis, attends, je rebondis juste sur ce que tu as dit, c'est super intéressant. En fait, la pub journal, je ne suis pas contre du tout. Non, la pub journal, ça peut être très efficace. Mais pour avoir les stats, il y a une chose qu'il faut faire et que personne ne fait. C'est mettre en place sur la publicité que vous allez mettre dans le journal, mettre un code exclusif pour le journal. Vous mettez un code promo. Je ne sais pas, Journal 42, Journal Le Monde, machin. Vous mettez ce que vous voulez et vous, bien sûr, vous offrez une remise en rapport avec ce code. Et là, vous saurez tout de suite le retour sur investissement. Et il ne faut pas croire. Attention, encore une fois, c'est comme tout à l'heure. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas toujours dire oui, le commerce local est mort, on va sur Internet. Non, il faut faire les deux. Et ben, c'est pareil. Le print, ça peut marcher. Ça marche, le print, c'est-à-dire les flyers, faire de la pub sur les journaux, ça peut marcher. Par contre, c'est comme tout. Il faut sélectionner avec attention. Il faut mettre en place ce qu'il faut pour que ça marche. Et il faut effectivement, pour pouvoir avoir des retours chiffrés, mettre en place un code ou un numéro de téléphone ou quelque chose de spécifique qui vous permettra de savoir facilement combien concrètement de gens
vous ont découvert grâce à ce produit. Et je réponds aussi à une question de Pascaline qui m'a dit, est-ce que vous avez le taux de conversion? Ouais, est-ce que vous avez le taux de conversion entre l'atteinte de vos prospects et les gens qui achètent? C'est très intéressant cette question. Cette campagne, elle n'est pas du tout faite pour faire de la, comment dire, pour faire de la, je vais y arriver, pour faire de la conversion. Elle est faite pour faire de ce qu'on appelle de la diffusion. L'objectif pour moi, c'est que 50% des entrepreneurs de ce pays voient que Rémi Bigot fait des vidéos, fait des conférences, anime des émissions business. Voilà, ça c'est le premier point. Et pareil pour New York. Parce que j'ai un objectif, mon objectif qui est très simple, c'est d'animer des émissions de plus en plus importantes en français et en anglais. Donc en fait, la conversion, elle est très difficile aujourd'hui à estimer pour le moment. Mais comme j'ai envie de dire, à ce tarif-là, de toute façon, je m'en fous complètement de la conversion, on va être très clair. Mais par contre, effectivement, la conversion sera probablement moyen-long terme. L'objectif, c'est que tout le monde voit cette vidéo pour que le jour où ils ont besoin d'un animateur, un conférencier ou quoi que ce soit, ils disent « Ah, j'ai vu ce mec-là en vidéo, c'était pas mal ». Et voilà, c'est tout à fait ça. Et par contre, j'ai fait une autre campagne, la troisième campagne, celle-là, j'en ai pas du tout parlé. C'est une campagne de ROI, de conversion. Elle est très récente encore. Il faut savoir que moi, je fais des campagnes AdWords depuis qu'AdWords existe. Hein, donc, voilà, depuis, je crois que c'est, je ne sais plus quelle année, 2001 ou 2002, je crois qu'ils ont commencé. Ouais, Google est arrivé en 98 et AdWords est arrivé 3-4 ans après. Maintenant, ça s'appelle Google Ads, mais avant, c'était Google AdWords. Et par contre, là, c'est un investissement court terme. C'est-à-dire que sur cette troisième campagne, là, je veux du ROI, je veux de l'efficacité. Et aujourd'hui, pour vous donner les premiers chiffres, on est sur du taux de conversion. Alors, le taux de conversion, je ne l'ai pas. Par contre, j'ai le coût de conversion. Aujourd'hui, ça me coûte en moyenne 6 € pour obtenir un client qui va me payer 99 €. Voilà, c'est pour vous donner une idée. C'est un très bon chiffre. Hein. Je pense que je ne vais pas pouvoir le tenir. C'est, à mon avis, c'est exceptionnel. C'est juste pour le début de la campagne. À mon avis, ça va coûter plus à la fin. Mais c'est des objectifs que vous pouvez obtenir. Aujourd'hui, ce qui est important, de toute façon, quand vous investissez dans la pub, c'est que ça vous rapporte plus que ça vous coûte. C'est ça qui est vraiment important. Après, vous pouvez optimiser. C'est ça qui est génial avec les pubs en ligne, c'est que vous pouvez optimiser à tous les niveaux. Vous pouvez optimiser sur la publicité elle-même, vous pouvez optimiser le titre, vous pouvez optimiser l'image, la vidéo, si c'est une image ou une vidéo. Vous pouvez optimiser la cible, c'est-à-dire si vous vous rendez compte que les hommes n'achètent pas vos produits, bah, vous ciblez que les femmes, ou inversement. Si vous vous rendez compte que votre produit il se vend bien pour les 14, enfin, j'exagère pas les 14-18, faut pas prendre cette truc-là, les 18-25, mais qui marche pas du tout pour les 40-45, pourquoi faire de la pub pour les 40-45? Ça n'a aucun sens. Et avec ces outils-là, vous pouvez choisir ce que vous ne pourriez pas faire avec un journal. Alors un journal, en fait, vous le faites parce que, en réalité, très peu de journaux sont généralistes. L'avantage des journaux, c'est qu'ils sont souvent sur un sujet précis, donc souvent pour des passionnés. Si vous, votre produit, c'est un produit de passionné, les journaux, c'est super intéressant. Je vous montre un exemple. Il y avait un ami à moi qui vend des produits de luxe. Il vend des voitures, il vend de très beaux appartements, etc. Il est sur Cannes, je le salue, Tony, si tu me vois. Je sais qu'il regarde souvent mes vidéos. Et en fait, ce pote, si tu veux, lui, il s'est dit, attends, je fais du web, c'est super. Par contre, il y a des magazines de malades dans les domaines du haut de gamme, mais des magazines de fou. C'est-à-dire que tous les gens riches, j'exagère volontairement, beaucoup de gens riches achètent ces magazines. Et ils ont du plaisir à les lire. D'ailleurs, c'est pas les magazines à 3 € que tu trouves à la presse. Hein. C'est des trucs qui valent 20-25 balles. Le papier, c'est honnêtement de la nature. Tu vois ce que je veux dire? Tout est lié. Il n'y a pas de pub. En fait, il y a de la pub, mais elle est cachée. Voilà, c'est pour te donner un peu une idée de l'ordre du type de magazine dont on parle. La publicité sur ce genre de magazine, si tu veux, en dessous de 10 000 €, c'est même pas la peine de les contacter. Voilà, très clairement. Et par contre, ces gens-là sont très riches parce que ils ont évidemment tous les plus gros. Hein. Chanel, Dior, LVMH. D'ailleurs, il faut savoir, les gens ne le savent pas, hein, 80% du business du luxe mondial est détenu par des Français aujourd'hui, au moment où on parle. Ouais, tout à fait. Pas les Italiens, pas les Chinois, pas les Américains. Non. Toutes les entreprises ont été rachetées par des Français, une par une. Qui s'appelle LVMH, qui s'appelle Hermès, qui s'appelle Pinault. On a des pépites en France. Ah oui, ces trois entreprises-là, c'est simple. Hein. À elles trois, elles ont pris 80% du business du luxe mondial et elles laissent les miettes aux concurrents. Voilà. C'est assez simple. En fait, et ils se font la guerre entre eux en plus. Pinault et Arnaud, ils se détestent. Bon, bref. Tout ça pour dire que ce pote-là m'a dit, attends, Rémi, t'es sûr que ça vaut le coup quand même de mettre un ticket de 10 000 balles pour avoir juste, même pas un A4, hein, je te parle d'avoir un vieil article. Non, c'est très beau en fait, mais avoir une petite position dans l'intégralité du magazine. Je lui ai dit, écoute, réfléchis-y, parce qu'honnêtement, quand on voit ceux qui lisent ça,
comment ils le lisent, c'est-à-dire qu'ils le lisent pour de vrai, c'est-à-dire qu'ils vont pas le feuilleter, ils regardent chaque page attentivement. Tu sais, c'est le genre de truc, c'est alors qu'est-ce que je vais acheter aujourd'hui? Souvent, ces gens-là, il faut comprendre leur état d'esprit. Ils ne savent plus quoi acheter. Ils ne savent plus quoi acheter. Ils sont perdus. Ils ont trop d'argent, ils savent plus quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'on va acheter aujourd'hui? Donc, ils ouvrent le magazine, ils regardent bien chaque page. Ah ouais, ça c'est pas mal. Attends, je prends des notes. Bon, bah voilà, aujourd'hui, j'ai fait mes emplettes. Ouais, ok, 250 000. Je voudrais un peu plus quand même. Attends, je continue de tourner les pages. Non, mais on parle de ce genre de clients. On n'y croit pas quand on en parle comme ça, mais moi, je les ai vus faire, les gens. Ça rigole pas du tout. Ces gens-là, et ils sont de plus en plus nombreux, ne savent plus quoi acheter. Et donc, du coup, je lui ai dit, écoute, concentre-toi, intéresse-toi au truc. Il a fait une publicité, il a eu un retour sur investissement de malade. Il faut comprendre que ce qui est intéressant dans ces domaines-là, en plus, c'est que tu mets 10 000 euros. OK. Sauf que tu vends des produits qui valent 300 400 000 euros. Il suffit d'une vente. Tu comprends? Voilà. Il faut mettre en relation le coût et le retour derrière. Et voilà, évidemment, maintenant, il fait des publicités dans tous les magazines qui sortent de ce niveau-là. Et oui. Et c'est vrai que ce qui est super important, c'est de savoir exactement une stratégie, un objectif en fait. Est-ce que c'est un objectif de se faire connaître? Est-ce que c'est un objectif de vendre, donc de conversion? Est-ce que c'est quel est l'objectif et d'avoir un objectif, alors que ce soit sur la communication sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur un site internet ou autre, peu importe. Mais voilà, que l'objectif soit clair parce que c'est ce qui va déterminer aussi la réussite derrière en fait. Donc, c'est super important de ne pas partir trop comme ça. Il y a James qui demandait si la vidéo YouTube Ads Domination sur YouTube, c'était celle-ci dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, mais je voulais filer un autre lien en fait. Donc, voilà, c'est pas grave. On mettra le vrai bon lien. C'est assez simple. école.montersonbusiness.com, ça vous permettra de voir tous les contenus gratuits que j'offre actuellement en vidéo, plutôt que de voir juste le YouTube Ads Domination, qui effectivement est une vidéo YouTube. Mais les autres sont super importantes aussi, je pense, et ça peut intéresser. Oui, et puis ça va aider beaucoup de monde et c'est le but aujourd'hui de vous donner plein de clés. Donc, on en a donné beaucoup. Ah oui, il y en avait une autre que je voulais aussi insister. Et après, je pense qu'on aura fait pas mal de tours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme tout à l'heure, Pascaline avait donc une question et n'hésitez pas. Une chose dont on ne parle pas du tout quand on est, ou très peu quand on est en commerce physique, c'est la mailing list. C'est de récupérer les adresses mail des prospects ou des clients que l'on a. En général, on a notre carnet de clients fidèles où on a à peu près leurs coordonnées, etc. On fait un peu de fidélisation en envoyant de temps en temps une petite promo ou quelque chose. Ça peut arriver, mais ça reste encore pas assez développé. C'est quelque chose à développer. Et sur Internet, ce qui est super important, c'est de récupérer donc ce qu'on appelle de créer une mailing list. Donc, je vais te laisser un petit peu en parler avec un peu plus de technicité. Moi, je rajouterai un peu mon expérience, mais parce que c'est en fait le fonds de commerce dont tu parlais tout à l'heure sur Internet, c'est la mailing list. Ça part de là. Complètement. Ta base de clients, elle est évidemment la priorité absolue. Ta base client, c'est-à-dire les gens qui ont déjà acheté un de tes produits ou services, c'est évidemment ceux que tu dois le plus chouchouter. Il faut savoir qu'il y a eu des études scientifiques sur le sujet qui sont très intéressantes. J'ai plus les chiffres exacts, mais tu retrouveras assez facilement. Mais de mémoire, je crois que c'est 5 ou 6 fois plus facile de revendre un produit ou un service à un client existant que d'en trouver un nouveau. Et ça, c'est scientifique, c'est-à-dire que ça a été testé par des millions d'entreprises. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire que la priorité, c'est vos clients actuels. Mais la deuxième priorité, c'est vos clients futurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est pour ça que vous devez absolument, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Travailler votre image sur Internet d'une manière ou d'une autre. Et vous n'êtes pas obligé de faire un site web, d'ailleurs, on est rentré dans ce détail-là. Non. Vous pouvez très bien simplement faire une page Facebook, simplement faire un compte Instagram, simplement faire un compte TikTok si ça vous intéresse, ça dépend de votre cible, encore une fois. On n'est pas obligé de parler de sa vie privée et de montrer ce qu'on mange. Parce que c'est souvent la réflexion qu'on me dit, on peut être que professionnel et montrer notre expertise, etc. Ça, c'est une vraie problématique aussi, tu as tout à fait raison de le dire, c'est que les gens
voient les réseaux sociaux par leur propre prisme. C'est-à-dire qu'ils voient ce que les gens autour d'eux publient. Mais il suffit de cliquer sur « je ne veux plus voir » et tu vas voir que des contenus qui t'intéressent. Quand j'entends des gens dire « je vais quitter Facebook parce qu'il n'y a que de la merde dessus », c'est toi qui as décidé qu'il n'y avait que de la merde dessus. C'est toi qui as mal choisi les gens. C'est toi qui n'as pas aidé Facebook à lui dire « ça j'aime pas, ça j'aime ». Et si tu formes Facebook, moi, j'ai jamais quasiment aucun contenu inintéressant sur mon flux Facebook. J'ai que des trucs super intéressants. Merci James d'avoir mis le lien, c'est super cool. Ouais. James est fan de toi, de tes contenus. C'est bien, merci James. Merci. On n'a jamais trop parlé. Mais voilà, le truc est là, si tu veux, c'est que il y a plein de méthodes, mais faites-le. Faites quelque chose. Il faut qu'aujourd'hui, on est dans un monde, je vais être très clair. Aujourd'hui, tous ceux qui écrivent, qui font des photos, qui publient des photos, qui publient des vidéos, ont un avantage concurrentiel massif sur tous les autres. Donc, si vous aimez écrire, écrivez. Si vous aimez faire des photos, même si d'après vous elles sont moches, publiez-les. Je ne parle pas de photos de vie privée, je parle de photos de paysages, photos de vos produits, photos de vos coulisses, photos qui n'ont rien à voir avec votre vie privée. Publiez-les le plus vite possible, que ce soit sur Flickr, que ce soit sur Google Photos, que ce soit sur Instagram. On s'en fout, choisissez une plateforme et allez-y tout de suite. Voilà. Si vous aimez écrire, pareil, ouvrez un blog. Sur medium.com, c'est gratuit. Sur wordpress.com, c'est gratuit la première version. Et là, vous n'aurez même pas besoin d'entrer dans la technique de WordPress. Il y a deux WordPress, il faut le savoir. Il y a wordpress.com et wordpress.org. C'est deux choses différentes. Allez sur n'importe quel outil de blogging et écrivez régulièrement. Écrivez. Ce que vous écrivez maintenant va pouvoir vous servir dans des dizaines d'années. Aujourd'hui, je fête les 10 ans de montezsonbusiness.com, mon blog officiel sur l'entrepreneuriat, etc. Mon objectif pour ce blog, c'est de devenir la première plateforme sur lesquelles les gens vont aller pour créer ou développer une entreprise. C'est mon objectif à 10 ans, de 10 ans de maintenant, donc à 20 ans du coup au total. Et si vous voulez, j'ai des articles qui ont été publiés il y a 8 ans et qui m'amènent du trafic aujourd'hui et des clients aujourd'hui. Donc ça veut bien dire que ça marche. Si vous faites de la vidéo, pareil. Publiez-les, bon sang. Publiez-les d'une manière ou d'une autre. Et si vous n'avez pas les moyens ou pas l'envie de faire un site web aujourd'hui, commencez déjà avec un ou plusieurs réseaux sociaux. C'est ça. C'est tout à fait le message. Hein. C'est commencer déjà par un premier pas, celui dans lequel vous êtes le plus à l'aise, qui vous donne le plus envie, en fait. Comprenez que l'idée, c'est pas de partager votre vie personnelle, vos enfants, ce que vous mangez, comment vous vous coiffez ou je ne sais quoi, mais de partager votre savoir-faire, de se partager votre passion, votre entreprise, vos coulisses, vos produits, ce que vous voulez qui concerne votre entreprise. Les gens adorent ça. Pourquoi ils attendent de télé-réalité? Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, n'empêche que ça évolue énormément. Donc, au lieu qu'on regarde des bêtises, et ben autant qu'ils regardent vos produits ou votre savoir-faire et votre passion. Donc, parce qu'il y a un côté un petit peu où les gens aiment savoir ce qu'ils vont acheter et de plus en plus, on est près de nos sous et on veut pas dépenser sans savoir qui est derrière avec les réseaux et tout. Avec Internet, on a tellement de choix. Vous savez, on achète aux gens qu'on connaît bien, qu'on aime bien, etc. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis 1 an et ils travailleront peut-être avec moi dans 1 an parce qu'ils auront vu comment j'ai évolué, etc. Rémi, c'est exactement la même chose. Ses premiers articles, il y en a qui font encore du trafic maintenant et qui lui amène des clients maintenant. Et dans les produits, en fait, c'est tout le temps comme ça. C'est à force de voir, on dit ah on le connaît bien, etc. Et ne loupez pas ce coche. Hein. La situation, la crise sanitaire et économique actuelle ne fait que amplifier le phénomène. Profitez-en, c'est le moment. Il y a énormément de choses disponibles. Rémi vous a donné énormément de pépites pour commencer. Donc, vraiment, ne prenez pas à la légère. Ne restez pas enfermé dans votre carcan. C'est pas pour moi, j'ai pas le temps, je comprends rien aux ordis, etc. Il y a toujours une solution pour commencer, le premier pas. Et après, vous grossirez en même temps votre développement sur le net grossira en même temps que votre état d'esprit, en même temps que votre entreprise et en même temps que votre ambition, en fait, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Hein. Mais c'est un coche à prendre. Voilà. Clairement. Et en plus, si vous n'aimez pas les ordinateurs, vous pouvez tout faire avec ça maintenant.
Oui, c'est ça, c'est juste énorme. Moi, après la liquidation, clairement, on avait plus rien il y a 3 ans et on s'est lancé. Ça fait 20 ans qu'on est entrepreneur, hein. Donc salarié, ça peut un temps, hein, mais on savait qu'on le referait pas éternellement et on a recommencé avec notre smartphone, une chaîne YouTube, un blog et on a recommencé à vendre notre savoir. Il y avait rien, il y avait pas de besoin de matériel, pas besoin Bravo. de mon mari sur la pâtisserie, moi sur l'entrepreneuriat, voilà. Enfin, je veux dire, c'est juste énorme. On est dans faut se rendre compte quand même qu'on est dans une période absolument fabuleuse et qu'il faut en profiter. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Nos parents, ils pouvaient pas faire tout ce qu'on fait, quoi, clairement. Non, Donc, pas tarif quoi. C'est ça qui est dingue. alors, ils avaient d'autres avantages, mais à chaque génération, ses avantages. On voit que les inconvénients, mais il y a aussi énormément d'avantages. Exactement. Je vais te laisser. Si on avait dit à nos parents que qu'ils pourraient, eux, faire de la publicité à New York, ils ne l'auraient pas cru. C'est clair. C'est clair. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On a fait quand même un beau tour. Je pense qu'on va clôturer, effectivement, parce qu'on a tous voilà, on va tous manquer de temps et on va dire j'ai pas le temps après, donc c'est pas bon. C'est ça. Merci en tout cas, Sophie, c'était vraiment excellent. Merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui verront cette vidéo en replay. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment un plaisir, en tout cas pour moi, je pense pour Sophie, de participer à cette émission. Et moi, j'ai deux choses à dire. On peut te retrouver. Vas-y. J'ai deux choses extrêmement importantes à dire. La première, c'est que si vous voulez me retrouver aujourd'hui, il y a deux possibilités très simples. C'est montersonbusiness.com ou école.montersonbusiness.com. Vous allez voir que vous allez retrouver tous mes contenus gratuits, mes contenus payants aussi, puisque j'ai lancé pas mal de choses. Allez voir, jetez un œil, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai besoin de vos retours, ça m'intéresse. C'est des projets qui me tiennent très à cœur, comme vous avez pu le voir probablement pendant cette émission. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre en France, y compris pendant la crise économique. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, vraiment, c'était un vrai plaisir et c'est vrai que ta passion pour les entrepreneurs, artisans, commerçants, petites PME, ça fait partie des raisons pour lesquelles je voulais absolument t'inviter parce que on les aide pas assez, je trouve. Et donc voilà, c'était un vrai plaisir pour moi de t'accueillir pour cette émission qui était très riche. J'espère que vous avez eu plein de contenu, que ça va vous aider. Il y a James qui dit, est-ce que je peux aider System.io à se développer est-ce que tu peux aider System.io à se développer sur le système anglophone? Sans commentaire. Donc pour moi, on va se quitter là. Moi également, vous pouvez me retrouver sur sophie-.com et je mets ma conférence, ma liquidation judiciaire a été merveilleuse, ce qui est une réalité. J'ai pensé cette phrase-là à la sortie du tribunal de commerce, parce que être entrepreneur, c'est vraiment transformer ces difficultés en force. Il y a toujours des possibilités de transformer les choses. Là, en ce moment, la période de crise sanitaire, on la transforme, on a eu du temps pour pouvoir prendre du recul sur ces business. On peut en profiter pour faire le virage digital, justement. Il y a toujours des solutions. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire pour aller voir cette conférence dont je vous parle et que je vous explique comment on fait pour transformer tout ça. Et puis, merci pour nos internautes qui nous ont beaucoup suivis et beaucoup communiqué et c'était très agréable. Et puis, on vous met tous les liens dans le commentaire. Je vais voir ça avec Rémi. On va vous mettre tous les liens et vous pourrez le retrouver autant que vous voudrez. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Rémi. Et puis, à très vite alors. Ne me quitte pas, je te rejoins dans les coulisses. T'inquiète. À très vite. Bonne journée à tout le monde.